Un policier patrouillait dans les rues de Marseille lorsqu'il sentit une légère traction au bas de son pantalon. En baissant les yeux, il aperçut un garçonnet sale, maigre et silencieux. Mais ce qu'il dit en voyant le tatouage sur le bras de l'agent fit comme suspendre le temps. Mon papa avait exactement ce dessin sur le bras. À partir de là, une histoire bouleversante allait commencer, avec des révélations que personne n'aurait pu imaginer, pas même le policier lui-même. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos récits voyagent. La matinée débutait à Marseille, dans les effluves de pain chaud sortant des boulangeries, mêlés au bruit des commerçants qui levaient leurs rideaux sur la rue de la République. Demba Ndiaye redressa sa casquette bleu marine en marchant sur les pavés irréguliers, saluant les vendeurs ambulants qui le reconnaissaient au passage et observant attentivement le va-et-vient de la ville qui s'éveillait peu à peu. À 28 ans, Demba était parfaitement rodé à cette routine matinale. Être agent municipal, c'était connaître chaque coin de rue, chaque visage, chaque histoire de ce bout vibrant de France, devenu sa véritable maison depuis que sa famille avait fui la guerre au Congo, alors qu'il était encore enfant. C'était un métier qui demandait de la patience, de la diplomatie, mais surtout un œil attentif aux détails du quotidien urbain. Demba prenait son rôle très à cœur. Il aimait sincèrement aider les gens, résoudre les petits tracas du jour, apporter un peu de calme dans la vie des habitants de ces quartiers populaires. Il était fier de son uniforme et du respect qu'il avait su gagner au fil des 5 dernières années. Mais ce jeudi ensoleillé d'avril allait tout changer. Quelque chose d'inattendu était sur le point de bouleverser sa vie à jamais. Alors qu'il s'arrêtait devant la boulangerie de M. Marchand pour prendre son café habituel, il sentit un tiraillement insistant sur le bas de son pantalon. Il baissa les yeux avec curiosité et vit un petit garçon aux grands yeux noisettes, bien trop maigre pour son âge, vêtu de vêtements trop grands et usés. L'enfant ne dit rien au départ. Il fixait simplement, comme hypnotisé, le bras droit du policier, avec une intensité troublante. « Salut, petit. Tu es perdu? Tu veux qu'on t'aide » demanda Demba. L'enfant secoua lentement la tête de gauche à droite, sans détourner le regard. Puis, d'une voix douce et fine, empreinte d'une nostalgie presque inconcevable pour un enfant si jeune, il murmura « Mon papa avait exactement ce dessin sur le bras, le même. » Demba sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si un seau d'eau glacée lui avait été renversé sur la tête. Son cœur s'emballa. Le garçon pointait du doigt son avant-bras droit, où trônait un tatouage tribal, complexe et absolument unique. Ce n'était pas le genre de motif qu'on voit souvent. C'était un symbole sacré du Congo, représentant un majestueux arbre aux racines profondes, enraciné dans la terre de ses ancêtres. Ce tatouage avait une signification toute particulière. Lui et son frère jumeau, Bakary, s'étaient fait tatouer ce dessin ensemble, le même jour, lors d'un après-midi d'été, pour leurs 18 ans. C'était dans une petite échoppe discrète du vieux Marseille. Une promesse scellée dans la peau. Ne jamais oublier leurs racines africaines, ni leur véritable identité sous les vêtements français et les accents adoptés. Mais cela faisait exactement 10 ans. Et la réalité, c'est qu'il n'avait plus eu le moindre contact avec Bakary depuis 5 longues années, à la suite d'une dispute violente à propos de l'héritage compliqué laissé par leur mère. « Ton papa avait ce tatouage ?» répéta Demba, la gorge nouée. « Tu te souviens de son nom? À quoi il ressemblait ?» L'enfant haussa les épaules avec la simplicité désarmante des enfants. « J'étais très petit quand il est parti, mais ma maman me montrait parfois une photo quand elle était triste. Il avait ce dessin, là, exactement comme toi. » Demba inspira profondément, essayant de faire taire le tumulte qui envahissait son esprit. Ce n'était pas possible. Les coïncidences ne pouvaient pas être si précises. Il se pencha doucement,
saisit la petite main sale du garçon avec précaution. « Comment tu t'appelles, champion ?»« Noé. Je m'appelle Noé. »« Noé. C'est un très beau prénom, fort et doux à la fois. Et dis-moi, ta maman, elle est où? Elle sait que tu es ici, tout seul dans la rue ?» Le regard de Noé se baissa tristement. Il poussa du pied un caillou sur le trottoir. « Maman n'est plus là. Je vis avec d'autres enfants, dans une grande maison avec plein de chambres. Il y a une dame qui s'occupe de nous tous. » Demba comprit tout de suite. Un foyer d'accueil. L'enfant était placé. Son cœur se serra. Il s'excusa auprès de M. Marchand, puis appela aussitôt la mairie pour obtenir une liste actualisée des structures d'accueil pour enfants dans la métropole marseillaise. Moins de 15 minutes plus tard, l'information tomba. Noé était officiellement enregistré à la Maison de l'Espoir, un foyer municipal situé à quelques rues de là, en direction du Vieux-Port. Demba raccompagna l'enfant, lui tenant tendrement la main tout au long du chemin à travers les rues animées. Noé parlait sans s'arrêter. Il racontait ses copains du foyer, les jouets qu'ils partageaient, ses dessins avec les crayons de couleur que la monitrice leur laissait. Demba, lui, avait du mal à vraiment écouter. Son esprit était noyé de questions, d'incertitudes. Est-ce que Bakary avait vraiment eu un enfant? Était-il au courant? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé à personne dans la famille? Et où était-il maintenant? Arrivé devant le portail vert du foyer, Demba fut accueilli par la directrice, Madame Diarra, une assistante sociale chevronnée, aux cheveux gris tirés en chignon, dont le regard fatigué n'avait rien perdu de sa chaleur. « Merci d'avoir ramené le petit Noé sain et sauf, agent Ndiaye. Il a cette fâcheuse tendance à s'échapper quand on a le dos tourné. On travaille là-dessus avec la psychologue du foyer. Aucun souci, Madame Diarra. Mais j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous à propos de ce petit garçon, si c'est possible. C'est une affaire personnelle et délicate. » Madame Diarra fronça légèrement les sourcils, intriguée, mais fit un signe de tête pour l'inviter à entrer dans le bâtiment. Ils s'assirent dans un petit bureau administratif entièrement encombré de papiers, de chemises colorées, de rapports empilés et de photos d'enfants accrochés aux murs écaillés. Que souhaitez-vous exactement savoir à propos de Noé? Qui sont ses parents? Ces informations figurent-elles dans son dossier officiel? Elle hésita visiblement pendant quelques secondes, consciente des règles de confidentialité, mais finit par ouvrir une vieille chemise cartonnée jaunie après avoir lu le sérieux dans les yeux de Demba. La mère s'appelle Aïcha Traoré. Elle n'est venue ici qu'une seule fois, il y a exactement 2 ans. Elle a laissé le petit en pleurs à l'accueil et n'est jamais revenue. Elle nous a dit qu'elle n'avait ni les moyens financiers, ni la stabilité émotionnelle pour s'occuper de lui seule. Quant au père, malheureusement, aucune information. Elle a catégoriquement refusé de donner son nom lors de l'entretien d'accueil. Et l'enfant? Noé n'a jamais parlé spontanément de son père pendant tout ce temps? Si, Noé évoque parfois son père, surtout le soir, avant de dormir, mais toujours comme un souvenir très lointain, flou, presque comme un rêve. Il dit que son papa était fort, qu'il le protégeait, qu'il lui chantait de jolies chansons pour l'aider à s'endormir. C'est tout ce dont il se souvient, ou du moins, tout ce qu'il accepte de dire. Un nœud se forma dans la gorge de Demba. Bakary avait toujours été passionné de musique. Depuis leur plus jeune âge, dans les rues de Marseille, il inventait sans cesse des chansons sur le Congo lointain, sur leur mer rayonnante, sur des rêves un peu fous. C'était son talent, son don, hérité de leur père. « Je peux parler à Noé à nouveau? J'aurais besoin de quelques minutes, juste avec lui ?» Madame Diarra acquiesça après un moment de réflexion, bien qu'elle paraissait encore méfiante quant aux véritables intentions du policier. Noé était assis sur le sol froid d'une salle de jeu colorée et animée, concentré sur un dessin au crayon de cire sur une grande feuille brune. En voyant Demba entrer dans la pièce, son visage s'illumina immédiatement d'un sourire sincère.
T'es revenu? Je croyais que t'étais parti pour toujours. Je suis bien là, champion. Et j'ai une question importante à te poser. Tu te souviens d'une chanson que ton papa te chantait quand tu étais petit? Noé réfléchit un instant, se mordillant la lèvre inférieure, puis se mit à fredonner doucement, d'une voix fausse mais pleine d'innocence. Sous le baobab, nous sommes deux. Deux frères, un seul cœur. Demba sentit ses jambes flancher. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Cette chanson-là précisément. Lui et Bakary la chantaient quand ils étaient enfants. Ils l'avaient inventée ensemble, un après-midi de canicule, assis sous un baobab géant dans le parc municipal. « Où est-ce que tu as appris cette chanson ?» demanda Demba, la voix tremblante. « C'est papa qui me la chantait, tous les soirs, avant de dormir, même quand j'avais très peur du noir. » Les larmes chaudes commencèrent à couler sur les joues de Demba. Il tomba à genoux sur le sol poussiéreux, devant le petit garçon, et prit ses mains frêles dans les siennes. « Noé, je dois absolument retrouver ton papa. Tu peux m'aider à le faire? Tu le connais vraiment? » Je crois que oui. Je crois que c'est quelqu'un de très, très important pour moi. Quelqu'un que j'ai perdu. Noé sourit, comme si tout devenait enfin clair et logique dans son petit monde. « Alors tu vas m'aider à le retrouver aussi, hein? »« Oui, petit. Je te le promets, solennellement. » Ce jour-là, Demba quitta le foyer avec une certitude absolue, plantée en plein cœur. Noé était le fils de Bakary. Il n'avait plus le moindre doute, et il devait maintenant, coûte que coûte, découvrir ce qu'il était advenu de son frère jumeau durant ces années de silence. Même après 5 ans de séparation douloureuse, même après cette terrible dispute, plus rien de tout cela ne comptait vraiment. Il y avait désormais un enfant innocent au cœur de cette histoire. Un enfant qui méritait une vraie famille. Et Demba n'avait pas l'intention de baisser les bras avant d'avoir rassemblé chaque pièce de ce puzzle brisé. Les jours qui suivirent furent marqués par une quête aussi intense qu'épuisante. Demba demanda officiellement 2 semaines de congé, prétextant une urgence familiale, et se lança corps et âme dans une enquête personnelle, où sa casquette de policier se mêlait étroitement à un enjeu intime, douloureux et viscéral. Sa première piste fut, naturellement, Aïcha Traoré, la mère de Noé. Madame Diarra lui transmit la dernière adresse connue figurant dans les anciens dossiers du foyer. Mais lorsqu'il se rendit enfin dans l'immeuble décrépit, perdu dans la zone industrielle à la périphérie de Marseille, il découvrit avec frustration qu'elle avait déménagé depuis plus d'1 an. Les rares voisins qu'il réussit à interroger, méfiants et peu loquaces, n'avaient aucune idée d'où elle avait pu partir. Certains ne se souvenaient même plus d'elle. Il ne restait donc qu'une piste, Bakary. Mais comment retrouver quelqu'un qui avait littéralement disparu de la surface de la Terre depuis 5 longues années? Demba décida de commencer par l'hôpital public central de Toulouse, la dernière ville où il savait que son frère avait vécu avant leur rupture familiale. Il appela méthodiquement plusieurs établissements de santé de la région, donna un maximum de détails physiques, la date approximative de leur dernier contact, et, à la 3e tentative, une employée fatiguée du service des archives finit par lui dire quelque chose de significatif. « Monsieur, nous avons effectivement un dossier au nom de Bakary Ndiaye. Il a été admis aux urgences en mars 2020. Un grave accident de moto sur l'autoroute. Il est resté dans le coma presque 3 semaines en soins intensifs. » Le cœur de Demba s'emballa, martelant sa poitrine à toute vitesse, à en avoir le souffle coupé. « Et il a survécu? Dites-moi qu'il a survécu, je vous en supplie. » « Oui, monsieur, il a survécu. Mais selon le dossier médical, il a malheureusement gardé des séquelles neurologiques importantes. Il a perdu une grande partie de sa mémoire récente. Après sa sortie, il a été transféré dans un centre spécialisé de rééducation neurologique. Mais ensuite,
Plus aucune trace de lui dans notre système. » Demba la remercia d'une voix nouée, puis raccrocha immédiatement. Un mélange bouleversant de soulagement et de douleur crue le traversa tout entier. Bakary était en vie. Mais il avait terriblement souffert. Et surtout, il ne l'avait jamais recontacté après l'accident. L'avait-il oublié complètement? Leur dispute avait-elle été si profonde, si destructrice? Ou bien les séquelles du traumatisme avaient-elles simplement tout effacé? Ce soir-là, vidé émotionnellement, Demba retourna voir Noé au foyer. Il avait acheté un petit camion de pompiers rouge brillant dans une boutique de jouets sur le chemin. Il s'assit avec lui, par terre, dans la salle de jeu presque vide, au carrelage froid. « Alors, petit guerrier, comment s'est passée ta journée ?»« Super bien. Regarde, j'ai encore fait un dessin de toi. » Noé lui montra fièrement un dessin coloré représentant un homme en uniforme bleu marine, avec une grande étoile dorée sur la poitrine. Demba sourit, ému, les yeux piquants de larmes. « Alors je suis devenu un vrai super-héros maintenant. » « Mais tu es un super-héros, parce que toi, tu vas ramener mon papa. Je le sais. » Demba enlaça ce petit corps frêle de toutes ses forces, sentant une responsabilité écrasante lui comprimer la poitrine. Ce gamin portait une foi inébranlable, une foi que lui-même ne savait plus s'il possédait encore. Mais il allait essayer. Pour Noé, pour Bakary, pour eux tous, pour la famille qu'il restait encore à sauver. Les jours suivants, interminables, furent consacrés à une recherche acharnée. Demba arpenta des garages douteux, des pensions miteuses, des centres d'hébergement pour sans-abri, toute piste, même infime, qui pourrait le mener à Bakary. Il interrogea des dizaines d'anciens amis ou collègues de son frère restés à Toulouse. La plupart avaient perdu tout contact avec lui après l'accident. Certains ne savaient même pas qu'il avait survécu. Mais l'un d'eux, un homme plus âgé avec qui Bakary avait travaillé dans une petite menuiserie, finit par lui fournir un témoignage potentiellement précieux. « Écoutez, après cet affreux accident de moto, Bakary, il était plus le même, parfois méconnaissable. Il oubliait des choses toutes simples, se perdait dans ses pensées, faisait des crises d'angoisse très violentes. Je me souviens qu'il avait parlé d'un endroit plus calme, loin de toute cette agitation. Il voulait tout recommencer ailleurs, à la campagne. Un petit village, je crois. » Demba élargit immédiatement son périmètre de recherche à toute la région. Il téléphona une par une aux mairies de presque tous les villages dans un rayon de 200 km autour de Toulouse. Il décrivait son frère, encore et encore. Il posait des questions, il espérait, il relançait. C'était un travail épuisant, frustrant, parfois humiliant. Mais il refusait d'abandonner. Pendant ce temps, il continuait à rendre visite à Noé, presque tous les jours, après ses recherches. Le lien entre eux s'était transformé. Noé l'attendait à la fenêtre, chaque soir, le cœur battant. Il lui racontait des histoires farfelues, le suppliait de chanter encore et encore la chanson du baobab, et Demba chantait, chaque fois avec la gorge serrée, emporté par les souvenirs de leur enfance, de cette époque innocente, de son frère disparu. Noé s'était accroché à lui comme à une bouée, sans le savoir. Et Demba, malgré sa douleur, se sentait vivante à nouveau à travers les yeux de cet enfant. Un jour, Madame Diarra convoqua Demba pour un entretien sérieux et privé dans son petit bureau exigu. « Agent Ndiaye, je dois être franche avec vous. Vous vous attachez beaucoup à Noé. Je sais pertinemment que vos intentions sont sincères, profondément humaines. Mais j'ai besoin de savoir clairement. Qu'avez-vous l'intention de faire exactement avec cet enfant? Retrouver son père biologique, coûte que coûte. Et quand j'y parviendrai, je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour reconstruire cette famille brisée. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez envisagé cette possibilité? » Demba inspira profondément, les yeux plongés dans ceux, fatigués mais bienveillants, de la directrice.
alors je continuerai à être là, pour lui, quoi qu'il arrive. Je ne l'abandonnerai pas. Madame Diarra hocha lentement la tête, visiblement émue, les yeux légèrement embués. Cet enfant a désespérément besoin de quelqu'un comme vous dans sa vie. Merci, vraiment, de vous en soucier autant. Ce fut un après-midi particulièrement gris et pluvieux de mai que Demba reçut enfin la piste concrète qu'il cherchait désespérément depuis des semaines. Une jeune employée de la petite mairie de Saint-Antonin-Noble-Val l'appela après plusieurs jours de silence. « Monsieur Ndiaye ?»« Oui, nous avons bien retrouvé un homme nommé Bakary Ndiaye, vivant ici dans le village. Il travaille dans un atelier de menuiserie artisanale locale. C'est quelqu'un de très discret, très réservé. Il vit seul, dans une maison louée en périphérie. » Demba faillit hurler de joie. Il griffonna l'adresse complète à la hâte sur un bout de papier, les mains tremblantes, remercia la jeune femme au moins 10 fois et raccrocha avec le cœur battant à tout rompre. 5 ans. 5 longues années sans échanger un mot avec son frère jumeau. Et là, tout à coup, il allait enfin le revoir. Mais avant de prendre la route, Demba ressentit le besoin de se préparer intérieurement. Il alla voir Noé une dernière fois avant son départ. « Petit bonhomme, je vais devoir faire un voyage important et j'espère pouvoir te ramener une très belle surprise en rentrant. »« C'est mon papa ? Tu l'as retrouvé ? Peut-être bien, mais je vais avoir besoin que tu sois très patient et très courageux, d'accord ? Ça peut prendre un peu de temps. » Noé se jeta dans ses bras avec cette force incroyable que seuls les enfants savent exprimer. « Je te fais entièrement confiance, tonton Demba. T'es mon héros. » Ce mot, tonton, fit littéralement fondre le cœur de Demba. Il embrassa tendrement le front moite de l'enfant et sortit du foyer, résolu. Le lendemain à l'aube, il monta dans sa vieille voiture et prit enfin la route vers Saint-Antonin-Noble-Val, sans vraiment savoir ce qu'il allait découvrir une fois arrivé là-bas. La route sinueuse jusqu'à Saint-Antonin-Noble-Val était étonnamment longue et fatigante, serpentant à travers de vastes champs verts parsemés de fleurs sauvages et de petits villages médiévaux d'un calme absolu, figé dans le temps. Demba conduisait dans un silence lourd, les mains crispées sur le volant, répétant sans cesse dans son esprit ce qu'il dirait lorsqu'il serait enfin face à Bakary. Comment entamer une conversation après tant d'années? Comment expliquer tout ce qui s'était passé? Et s'il le rejetait? Il arriva au village en fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes lointaines, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Le lieu avait un charme ancien, presque irréel, avec ses maisons en pierre, ses ruelles pavées étroites et son atmosphère silencieuse. Il s'arrêta pour demander son chemin à un vieux monsieur qui arrosait des fleurs, puis suivit les indications données jusqu'à une menuiserie artisanale. L'endroit était modeste, rustique, baigné d'une forte odeur de bois fraîchement coupé et de sciure. Demba entra lentement, le cœur battant à tout rompre. Devant lui, un homme maigre, de dos, ponçait minutieusement une pièce de bois. C'était lui. Même après toutes ces années, malgré les changements, Demba reconnut immédiatement son frère jumeau, à sa posture, à ses gestes, à quelque chose d'indéfinissable mais familier. Bakary. Sa voix tremblait. L'homme s'arrêta net, se retourna lentement, comme s'il avait peur de ce qu'il allait découvrir. Ils restèrent un moment sans bouger, se fixant en silence. Bakary avait le visage marqué, plus mince, vieilli, avec des cicatrices profondes qui n'étaient pas là autrefois. Son regard était perdu, presque absent. Il plissa les yeux, visiblement confus, essayant de mettre un nom sur ce visage. « Je vous connais ? Votre visage me dit quelque chose. » Ces mots frappèrent Demba comme un coup de poignard. Il sentit une douleur violente l'envahir, une tristesse plus forte que tout ce qu'il avait anticipé. Il avala difficilement sa salive, lutta contre l'émotion, puis fit un pas vers lui. « C'est moi, Demba, ton frère jumeau.
On a grandi ensemble. Bakary cligna des yeux, plusieurs fois. Son visage trahissait un effort intense pour se rappeler. Puis, lentement, quelque chose sembla s'éveiller au fond de sa mémoire brumeuse. Il posa la feuille de papier de verre sur la table et s'approcha, incertain. Demba. L'accident. J'ai des souvenirs flous. Tout est par fragments. Mais toi... Oui, je crois que tu es mon frère. Je le sens, quelque part. Demba n'y tint plus. Il s'avança et le serra dans ses bras, avec toute la force de l'émotion contenue pendant ces 5 années. Ils restèrent ainsi, longtemps, silencieux, les larmes coulant librement sur leurs visages. Quand ils se séparèrent, le regard de Demba était embué, mais déterminé. « Pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu ne m'as jamais contacté après l'accident ?»« Je ne crois pas avoir choisi de disparaître, » répondit Bakary à voix basse. « Après l'accident, tout est devenu confus. J'ai des souvenirs épars, des sensations, des bribes de douleur, des disputes, de la culpabilité. J'ai pensé qu'il valait mieux rester loin de tout. Je ne voulais pas être un fardeau pour personne. Tu n'as jamais été un fardeau. Jamais. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose d'essentiel à te dire. Tu as un fils, Bakary. » Il devint livide. Sa main chercha aussitôt un appui pour ne pas vaciller. « Quoi? Ce n'est pas possible. Comment ça? Il s'appelle Noé. Il a 4 ans. Il vit dans un foyer à Marseille. Il est seul. Et l'autre jour, en voyant ma tatouage, il m'a dit « Mon papa avait exactement le même. » C'est notre tatouage, Bakary. Il est de toi. J'en suis sûr. Bakary s'assit, abasourdi, incapable de dire un mot. Son visage se figea. Les mains tremblaient. J'ai souvent des rêves, avec un petit garçon. Il a les cheveux sombres. Il chante une chanson étrange, mais familière. Je croyais que c'était mon imagination. Des délires dus au traumatisme. Ce ne sont pas des délires. Noé chante la chanson que nous avons inventée enfant, celle du baobab. Tu te souviens? Bakary éclata en sanglots. Il enfouit son visage dans ses mains, le corps secoué de larmes. Je ne me souviens pas de lui, ni de sa mère. Comment ai-je pu oublier mon propre fils? Demba s'agenouilla devant lui, posa ses mains sur ses épaules. Tu vas te souvenir, j'en suis convaincu. Et même si ce n'est pas le cas, tu peux recommencer, ici et maintenant. Noé a besoin de toi. Il te cherche. Il t'attend. Et moi, je serai là, à chaque pas. Bakary releva les yeux, rouges et gonflés, et murmura « Tu peux vraiment me pardonner? Pour la dispute, ma fuite, pour tout? Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Maintenant, rentrons à Marseille. Ensemble, comme des frères. » Le lendemain matin, après une nuit quasiment blanche passée à parler du passé et de l'avenir, les 2 frères reprirent ensemble la route pour Marseille. Demba appela immédiatement Madame Diarra et lui expliqua en détail toute la situation, dans sa complexité. Elle fut sincèrement surprise, mais accepta sans hésiter d'organiser avec soin la rencontre entre le père et son fils. Avant d'emmener Bakary directement au centre d'accueil, Demba réussit enfin à localiser Aïcha. Elle travaillait dans un petit atelier de couture un peu caché, en périphérie d'un quartier défavorisé. En voyant Bakary passer la porte, Aïcha éclata littéralement en sanglots. « J'ai cru que tu étais mort dans cet accident. Quand tu as disparu de l'hôpital, j'ai essayé de te retrouver pendant des mois, mais personne ne savait où tu étais. Je n'arrivais pas à me souvenir de toi. Et même maintenant, beaucoup de choses me restent floues, mais je veux sincèrement essayer de tout reconstruire, surtout pour Noé. » Aïcha hocha vigoureusement la tête en pleurant toujours. « C'est la personne la plus précieuse que j'ai au monde. Je l'ai placé au foyer parce que je n'avais vraiment aucun moyen de m'occuper de lui seul. Mais pas un jour ne passe sans que je pense à lui. » Tous les 3 discutèrent longuement,
profondément, pendant des heures, cet après-midi-là. Ensemble, ils prirent la décision unanime de tout faire pour que ça fonctionne, coûte que coûte. Pour Noé. Pour une chance de tout recommencer. Le samedi suivant, sous un soleil éclatant, Demba, Bakary et Aïcha se rendirent au centre d'accueil, le cœur battant. Noé jouait paisiblement dans le jardin avec d'autres enfants. En apercevant Demba arriver, il courut vers lui avec enthousiasme pour l'enlacer. Mais il s'arrêta net en apercevant Bakary juste derrière lui. L'enfant le fixa longuement, les yeux grands ouverts. « Toi, » murmura Noé, la voix tremblante, « tu es l'homme qui vient dans mes rêves, chaque nuit. » Bakary s'agenouilla lentement là, sur l'herbe, les yeux inondés de larmes. « Et toi, mon petit, tu es mon fils. » Noé hésita une fraction de seconde, puis courut se jeter dans ses bras ouverts. Et à cet instant précis, magique et bouleversant, la famille commença enfin à renaître de ses cendres. Les premiers mois de cette nouvelle vie de famille ne furent clairement pas de tout repos. Ils exigèrent de la patience, de l'engagement, mais surtout beaucoup d'amour. Bakary entama immédiatement un traitement spécialisé et intensif pour récupérer progressivement la mémoire. Il fut suivi chaque semaine par un neurologue renommé et participait régulièrement à des séances de rééducation cognitive. Certaines réminiscences revenaient par vagues, des souvenirs nets et bouleversants. Le sourire d'Aïcha lors de leur première rencontre, l'odeur unique de Noé bébé, des instants de bonheur précieux qu'ils pensaient perdus à jamais. D'autres souvenirs, en revanche, semblaient bel et bien effacés à jamais, peut-être enfouis à tout jamais dans les recoins inaccessibles d'un cerveau meurtri. Mais jamais il ne renonça. Jour après jour, il s'investissait corps et âme pour apprendre à connaître ce fils que la vie lui avait rendu, pour bâtir avec lui quelque chose de solide, de vrai. Grâce à l'amour inconditionnel et à l'innocence naturelle de Noé, tout devenait plus simple. Le petit lui apprenait à dessiner des personnages rigolos, lui faisait écouter ses chansons préférées, et insistait pour dormir blotti contre lui chaque soir, sans exception. Aïcha, de son côté, retrouvait enfin un souffle d'espoir. Avec l'aide précieuse et constante de Madame Diarra, elle obtint une bien meilleure position dans l'atelier de couture où elle travaillait déjà, et put louer un petit appartement modeste, mais propre et chaleureux. Bakary emménagea tout près, facilitant la cohabitation et les échanges. Tous deux prirent le temps, avec bienveillance et respect, d'essayer de reconstruire leur relation amoureuse, en s'écoutant sans précipitation. Demba, naturellement, devint le véritable pilier de cette famille recomposée. Il continuait de rendre visite à Noé aussi souvent que possible, accompagnait Bakary à ses rendez-vous médicaux et l'aidait à gérer les formalités administratives, soutenait Aïcha lorsqu'elle se sentait dépassée. Sans avoir d'enfant biologique, il découvrit en profondeur la force d'un lien familial choisi, celui d'un tonton engagé, d'un frère fidèle, d'une présence essentielle. 1 an après les retrouvailles, la famille formait désormais un tout solide et harmonieux. Noé allait à l'école avec régularité. C'était un enfant épanoui, curieux, plein de vie. Bakary travaillait sereinement comme menuisier dans un petit atelier marseillais. Sa mémoire, bien qu'encore fragmentaire, ne l'empêchait en rien d'être un père aimant et attentif. Aïcha s'épanouissait dans son emploi et songeait sérieusement à ouvrir son propre atelier de couture. Un dimanche après-midi ensoleillé et chaud, alors que toute la famille était réunie pour déjeuner dans le petit appartement d'Aïcha, une visite inattendue vint bouleverser l'équilibre, dans le plus beau sens du terme. Une femme élégante, aux cheveux entièrement blancs et aux yeux d'une douceur bouleversante, se présenta timidement à la porte. Tante Joséphine, la sœur aînée, éloignée depuis longtemps, de la mère défunte de Demba et Bakary. Elle vivait seule en Belgique depuis des décennies. J'ai entendu dire, par des connaissances, que vous vous étiez enfin retrouvés tous les deux après tant d'années.
je devais voir cela de mes propres yeux avant de partir de ce monde. Dans ses bras, elle tenait précieusement une vieille boîte en bois remplie de photos jaunies, de lettres pleines d'émotions, de souvenirs précieux de la famille restée au Congo. Elle montra avec patience des clichés fanés de leur mère, jeune et pleine de vie, du père souriant, de scènes que Bakary ne reconnaissait pas du tout, mais que Demba identifiait aussitôt, ému jusqu'aux larmes. Ce jour-là, si spécial et chargé d'émotions, Noé réalisa un dessin exceptionnel. Fier, les yeux brillants, il le montra à tout le monde. Toute la famille, main dans la main, formant un cercle parfait. Sur le bras de chaque personne, y compris sur le sien, était dessiné la même tatouage tribal symbolique. C'est la marque éternelle de notre famille, tonton Demba. Maintenant, on est tous unis. Demba sourit largement, le cœur débordant, et prit son neveu dans ses bras avec une tendresse infinie. Il comprit à cet instant, en profondeur, que certaines marques n'avaient pas besoin d'être gravées dans la peau pour être éternelles. Elles vivent dans le cœur, dans les souvenirs, et dans le choix conscient de rester unis, de se battre pour ceux qu'on aime, de ne jamais renoncer à l'amour véritable. Et ainsi, sous le ciel bleu infini de Marseille, cette famille née de l'imprévu mais portée par l'amour sincère écrivit une nouvelle et magnifique histoire. Une histoire de retrouvailles inattendues, de pardon profond et d'espérance inébranlable. Une histoire qui prouvait que la famille, ce n'est pas seulement le sang, mais avant tout la volonté, l'engagement et l'amour inconditionnel. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus ému. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui croit, lui aussi, que les liens d'amour ne se perdent jamais. Qui sait, ce message pourrait bien illuminer la journée de quelqu'un.